Merci Pierre, merci JB, et merci à tous d'être là et de me donner l'opportunité de partager avec vous ma passion et ma mission. On va parler fractal, ce qui est pas banal. On va parler chaos, on va parler incertitude, on va surtout parler comment prospérer dans l'incertitude. Avant, je voudrais vous poser une question. C'est aussi pour voir si vous êtes bien réveillé en fin de journée. Qui pense qu'on vit dans un monde qui va de mieux en mieux? Si vous pensez qu'on vit dans un monde qui va de mieux en mieux, merci de lever la main. Alors déjà, ils ne dorment pas tous. Qui est-ce qui pense à l'inverse qu'on vit dans un monde qui va de plus en plus mal? Levez la main si vous pensez qu'on va... Ok, un peu moins quand même. Est-ce qu'il y en a qui ont levé la main 2 fois? Merci. Moi, je pense effectivement, et c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui, que nous vivons dans un monde qui va de mieux en mieux, de plus en plus mal, et de plus en plus vite. Que ce nouveau monde arrive de plus en plus vite. Ce que je voudrais vous donner aujourd'hui, c'est les clés, non seulement pour comprendre ce monde en pleine transition, une transition dont je vais vous parler, des clés pour comprendre, et surtout, je voudrais vous donner des clés pour agir, pour que vous soyez, en bon français, future fit. Comment être prêt pour que vous puissiez construire le futur. En fait, un futuriste, un futurologue, aujourd'hui, il ne parle pas tellement du futur, quoi. Mon but, moi, c'est de vous donner les clés pour que vous puissiez construire votre propre futur. Moi, ça fait 25 ans que je parcours le monde pour essayer de le comprendre. Mon premier tour du monde, je l'ai fait, j'avais 25 ans, 24 ans, je crois. Je n'avais pas tout à fait 25 ans. Voilà, c'est moi. J'avais un peu plus de cheveux à l'époque. Et j'avais terminé mes études, j'avais commencé à bosser un petit peu. Et mon rêve, c'était de faire un tour du monde. Et pas uniquement, c'était aussi de réaliser quelque chose en accord avec ma première vision de futuriste, peut-être, qui était, j'étais convaincu que l'Asie allait devenir un truc énorme. Alors là, à vous, ça doit vous paraître complètement idiot comme truc, mais c'était il y a 30 ans. Et il y a 30 ans, la Chine, c'était rien. Enfin, ça existait déjà, mais économiquement, techniquement, technologiquement, ça n'existait pas vraiment. L'Inde, c'était pas grand-chose. Il y avait le Japon et ce qu'on appelait à l'époque les 4 dragons. Et moi, j'avais cette vision que l'Asie allait devenir un truc énorme et qu'on n'avait pas les outils pour se comprendre, pour travailler ensemble. Ah. Et du coup, ça, je pense que c'est que quand je mets rien, on va voir, ça passe automatiquement en veille. Donc, vous êtes obligé de continuer à me regarder. Donc, je me suis dit, tiens, en plus de faire le tour du monde, je vais écrire un bouquin pour donner les outils aux gens pour qu'ils se comprennent. Donc, au fond de mon sac à dos de routard, parce que c'était quand même un tour du monde super routard, low budget, j'ai mis une paire de pompes à peu près convenable, un costume, 2 chemises, des cravates. Je portais des cravates encore à l'époque. Et dans chaque ville où j'allais, alors c'était un tour du monde, mais qui a été pour le coup assez asiatique, j'ai rencontré 150 hommes d'affaires, moitié des hommes d'affaires expatriés occidentaux et des hommes d'affaires locaux. Et pendant des interviews assez longues, 3-4 heures, je les ai interviewés, je les ai interrogés sur comment vous faites quoi, pour vous comprendre. Et c'est ce qu'a fait mon premier livre, qui s'appelle Asie Business et Bonne Manière. Depuis, j'en ai écrit d'autres également sur l'Asie. Et puis quand je suis rentré, le livre est sorti, j'ai bossé dans des grands groupes. Mon dernier poste, et quand j'avais un vrai métier, j'étais directeur commercial et marketing chez Alstom. Et puis à 35 ans, je me suis rendu compte que je n'avais pas d'enfant. C'est un truc qu'on se rend compte quand même, enfin, surtout quand on en a. Et oui, surtout qu'à 35 ans, vos amis commencent pas mal à en avoir. Et selon toute vraisemblance, ça peut encore changer, mais j'allais pas en avoir dans les semaines, dans les mois qui venaient. Et donc, je me suis posé la question de qu'est-ce que je vais léguer, si ce n'est pas à mes enfants, les enfants de mes amis, aux enfants en général et à l'humanité d'une manière générale. Ça va être quoi ma legacy, quoi, le truc super modeste. Et je voyageais déjà beaucoup, donc depuis pas mal d'années, après mon premier tour du monde, pour le boulot aussi. Je lisais déjà énormément. Encore aujourd'hui, je lis plus de 100 livres par an. Et j'avais déjà à l'époque ce sentiment qu'on vivait une transition absolument incroyable. Une transition qui n'a pas de précédent, je vais y revenir, de mon point de vue. Et que de nouveau, on n'avait pas les outils pour comprendre cette transition. Et je me suis dit, voilà, ça va être ça ma mission. Ça va être ça ma legacy. Je vais reprendre mon sac à dos. Bon, il était un peu plus chic. Et je vais refaire un tour du monde. Et depuis, j'ai fait un tour du monde 1 fois par an. J'ai rencontré des centaines, des milliers
des gens super riches, des gens super pauvres, des dirigeants d'entreprises, des entrepreneurs, des artistes, des gourous en Inde, des gourous dans la Silicon Valley, c'est pas les mêmes, hein, c'est pas le même genre, des gens en prison, des gens des forces spéciales, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui nous arrivait. Et plus je voyageais, moins je comprenais. Et c'est pas une blague, parce qu'en fait, plus je voyageais, plus j'ai été exposé à cette complexité du monde. Et donc, plus je découvrais de nouveaux trucs que j'arrivais pas à comprendre. Et en plus je voyageais, plus j'étais exposé à énormément de souffrance. Il y a beaucoup de souffrance dans le monde, y compris chez les plus riches. Hein. Les gens, ils savent pas où ils vont. Et du coup, j'étais assez désespéré parce que ma mission échouait. Et en plus, j'étais exposé à toute cette souffrance. Donc je commençais à me dire, mais quel con d'avoir abandonné mon beau boulot, j'ai toujours pas payé mon appart, je passe pour un con. Est-ce que je continue? Et puis déjà à l'époque, j'avais ma maison que je vais vous montrer, qui est au milieu de nulle part, en Ardèche. Et traditionnellement, au mois d'août, je bouge pas. C'est les 4 ou 5 semaines où je voyage pas. Et mon premier rendez-vous après le mois d'août, c'était Hong Kong. Alors j'avais déjà été plein de fois à Hong Kong. Je sais pas s'il y en a parmi vous. Qui c'est qui est déjà allé à Hong Kong? Il y en a plusieurs qui connaissent. J'arrive à Hong Kong, il y avait une sorte de choc physique, intellectuel, psychologique. Et je suis dans ma chambre d'hôtel et je regarde par la fenêtre, je vois les gens en bas, c'est des fourmis, mais on est barré, quoi. Je regarde les images, le monde est barré. Je me dis, mais je ne sais pas où on va, quoi. C'est le bordel, c'est le chaos. Et alors, quand je me dis ça, il y a une sorte de petit déclic qui se fait dans la tête, parce que je vous ai dit, je lis beaucoup de bouquins, et en particulier dans les 3 domaines qui ont pas mal aidé l'être humain à essayer de comprendre le monde, à savoir les religions, la spiritualité, la science et la philosophie. Et donc, dans la science, j'ai beaucoup lu, on va dire, sur les dernières théories scientifiques, et il y a beaucoup de choses sur les théories du chaos et sur les théories de la complexité. Et là, je me suis dit, attends Bruno, est-ce que c'est le chaos au sens le bordel? Ou est-ce que c'est le chaos au sens scientifique, auquel cas, tu peux peut-être faire des devoirs et trouver les patterns qui sont cachés derrière ce chaos et en faire des outils. Et c'est ce que j'ai fait. Et c'est ce que je voudrais partager avec vous aujourd'hui. Aujourd'hui, je voudrais vous montrer pourquoi et comment le monde dans lequel nous vivons est devenu de plus en plus incertain, pourquoi il est devenu chaotique au sens scientifique du terme. Ensuite, je voudrais vous montrer qu'est-ce que ça veut dire le chaos. C'est quoi le chaos? Et vous montrer que ça ne veut pas forcément dire le bordel. Et enfin, ça sera la partie la plus importante, en tout cas pour moi, que je veux partager avec vous, c'est qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous pouvez faire dans votre vie personnelle, dans votre vie collective, pour profiter des opportunités de ce monde de plus en plus incertain? Alors, première chose, vous êtes avec moi là, c'est bon? Première chose, pourquoi et comment le monde est devenu chaotique? Le monde est devenu chaotique essentiellement pour 3 raisons. Le nombre, la connexion et la vitesse. Tout d'abord, le nombre. Combien était-on sur Terre il y a à peu près 150 ans? Qui sait combien on était? Combien? On était à peu près 1 milliard. Dit autrement, on n'était pas beaucoup. Alors je vous ai parlé de ma maison, le petit point blanc là au milieu, c'est ma maison en Ardèche. Ce que je veux vous montrer, c'est que vos parents, vos grands-parents, vos arrière-grands-parents, vivaient dans un monde essentiellement vide. Combien on est aujourd'hui? 7 milliards, il y a des gens qui disent même qu'on est plus, 8 milliards, 8 milliards et demi. Nous vivons dans un monde très très plein. C'est où ça? C'est Mexico. C'est la ville de Mexico. Et c'est probablement que le début. Je ne sais pas à quoi va ressembler la ville du futur. Ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, on est de plus en plus nombreux. Si vous regardez l'évolution de la population mondiale, pendant des dizaines de milliers d'années, ça reste super plat, super plat, super plat. Et au cours des quelques derniers siècles, c'est complètement exponentiel. L'être humain est une sorte de virus qui s'est complètement répandu et qui envahit totalement la Terre. Première chose, augmentation du nombre. Deuxième chose, augmentation de la connexion. D'abord, nous sommes connectés parce que nous vivons ensemble. Les gros points blancs, c'est des villes, c'est des grandes villes. On estime que plus de la moitié de la population humaine vit en ville. Donc on se rend compte, pensez au nombre de gens que vous avez rencontrés depuis que vous êtes levé ce matin. Alors il y a plein d'interactions légères, on ne discute pas forcément avec les gens, mais il y a une forme d'interaction. Vous comparez ça à la petite maison, le point blanc au milieu de nulle part, les gens à l'époque interagissaient moins.
On interagit également, nous sommes connectés parce que nous voyageons. Nous n'avons jamais autant voyagé. Les petits points jaunes derrière moi, ce sont des avions. Au moment où je vous parle, on estime qu'il y a à peu près 1 million de personnes qui sont dans les airs. Nous n'avons jamais été autant à la rencontre de l'autre, à l'autre bout du pays ou à l'autre bout de la planète. Et bien évidemment, nous sommes connectés virtuellement. Il y a aujourd'hui plus de... Ah oui, alors c'est que le début des voyages. Je ne sais pas comment on va voyager demain. Est-ce que ça sera des espèces de drones qui vont... Le truc, c'est que c'est que le début. On continue à aller de plus en plus à la rencontre de l'autre. Et puis donc, la connexion virtuelle, il y a aujourd'hui sur Terre plus de téléphones portables que d'êtres humains. Alors je sais peut-être certains d'entre vous en avez 2. Qui a 2 téléphones portables? Ah, pas tant que ça. Ah si, quand même, voilà. Donc ils faussent les statistiques, mais à part eux, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a plus de téléphones portables sur Terre que d'êtres humains. Pratiquement la moitié de la population Internet, la population mondiale connectée à Internet. Et là aussi, c'est que le début. Avec demain les Brain Computer Interface. Alors là, je vous ai mis la version sympa, quoi. C'est celle qu'on voit. Demain, on aura probablement des formes d'implants dans la tête. Vous avez parlé de transhumanisme. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on aura dans la tête, mais ça ressemblera probablement pas à ça. Nombre, si vous voulez faire scientifique et théorie du chaos, augmentation du nombre d'agents, connexion des agents, de plus en plus d'agents connectés, et en plus, la vitesse. Quand je raconte à mes amis dans les dîners que voilà, on est dans un monde en pleine transition, que tout est en train de changer, souvent, la première question, pour pas dire la première objection que j'ai, mais Bruno, c'est pas la première fois qu'il y a des transitions majeures. Regarde nos parents, ils ont vécu des guerres ou des migrations importantes, et ils ont raison. Il y a eu des transitions absolument inimaginables. La différence avec celle-ci tient en 2 mots, l'échelle et la vitesse. Aucune transition n'a touché autant de monde aussi vite. Si vous regardez les plus grandes transitions des siècles ou des millénaires passés, il y a eu des grosses transitions. Par exemple, quand on est passé de ce qu'on va appeler de la chasse-cueillette à l'agriculture-élevage. Quand on était des chasseurs-cueilleurs, on vivait en tribus de 40 à peu près, rarement de plus de 150, on était nomades. Quand on est passé agriculteur-éleveur, ça change tout. On est sédentaire, c'est l'apparition des religions monothéistes, de l'État-nation. Cette transition s'est faite en combien de temps? Des milliers d'années. Des milliers d'années. Et elle ne s'est pas produite partout au même moment. La deuxième grande transition, quand on est passé de l'agriculture-élevage à, je ne sais pas, on va appeler ça l'industrie-commerce, la révolution industrielle, ça s'est passé là en centaines d'années. Est-ce que c'est il y a 250, 350 ou 500 ans, peu importe. On passe de milliers à des centaines d'années. La transition que nous sommes en train de vivre, alors je ne sais pas comment il faut l'appeler, la société Internet, de l'information, de la communication, de la sagesse peut-être, un jour, ça c'est pas gagné, se passe en combien de temps? 10 ans, 20 ans, 30 ans, peu importe. En dizaines d'années. Et là, ça change tout, parce que nous parlons de quelque chose à l'échelle de la vie humaine. Nous n'avons plus le temps de nous adapter, et en plus, cette transition touche pas tout le monde sur la planète, mais des milliards de gens. C'est-à-dire qu'aucune transition n'a touché autant de gens aussi rapidement. Et là aussi, c'est que le début. Alors, quand j'ai préparé ma présentation hier, j'ai essayé de trouver des technologies qui allaient accélérer ça. Je me suis dit, maintenant, tu vas parler à des gens qui sont au cœur de la technologie. Alors, j'en ai choisi 3 quand même. La robotique, probablement. Alors, posez-vous la question, quand vous deviendrez très très vieux, je sais, ça peut vous paraître dans longtemps, mais est-ce que vous avez envie qu'un bonhomme comme ça, enfin un bonhomme, une boîte de conserve comme ça, s'occupe de vous? Je sais pas, peut-être que oui. De toute façon, c'est plus sympa quand vous serez vieux, mais la génétique. Aujourd'hui, vous pouvez acheter un kit CRISPR pour à peu près 150 $ et vous pouvez créer ou modifier la vie dans votre cuisine. Alors c'est intéressant parce que dans les technologies, la légende, la mythologie d'avant, c'est que tout avait commencé dans le garage. Steve Jobs, Bill Gates, ils ont commencé dans leur garage. Peut-être que les prochaines révolutions, quand on en parlera dans 20 ans, ça aura commencé pas dans le garage, mais dans la cuisine. Vous pouvez changer, créer, transformer la vie. Bon, il faut faire quelques tutos sur YouTube quand même, mais c'est fou, c'est fou. Et bien évidemment, je pense que c'est évident pour vous tous, l'intelligence artificielle. Et le truc essentiel, c'est que c'est pas l'un ou l'autre. C'est comment l'un vient entraîner l'autre.
C'est là où ça devient, c'est le truc exponentiel qui s'auto-exponentialise, quoi. C'était déjà exponentiel, ça le devient encore un peu plus. Mon point, c'est que nous n'avons jamais été aussi nombreux sur Terre, nous n'avons jamais été autant connectés, et que les choses vont de plus en plus vite. Ce que je vais appeler le système, alors quand je parle d'un système, c'est quoi? C'est nous deux, enfin c'est moi, c'est vous tous, c'est 42, c'est la France, l'humanité, c'est un ensemble de choses, quoi. Le système n'a plus le temps de s'adapter. Alors, j'ai utilisé plusieurs fois le terme chaos. Le chaos, c'est quoi? Ce que je voudrais vous montrer, c'est que le chaos, du point de vue scientifique, c'est ni bien ni mal. Le chaos, c'est un état, comme l'eau. L'eau, elle peut être liquide, elle peut être solide, elle peut être gazeuse. De toute évidence, elle n'aura pas les mêmes propriétés. Et on ne va pas interagir de la même manière. Si c'est solide, c'est plutôt les glaçons pour l'apéro, la vapeur, je ne sais pas ce qu'on en fait, on nettoie la voiture. Enfin, ça n'aura pas les mêmes propriétés. Et bien de la même manière, un système, encore une fois, un ensemble de choses, moi ou nous tous, peut avoir plusieurs propriétés. Et je voudrais vous montrer ces différents statuts, ces différents états. Le premier état que peut avoir un système, c'est l'équilibre. Normalement, vous êtes à peu près... Comment vous vous appelez? Iman a l'air à peu près à l'équilibre sur sa chaise ou sur son banc. Ça a l'air à peu près d'aller. C'est important de comprendre ça. Il n'y a pas besoin des théories du chaos pour tout décrire. Pour un système à l'équilibre, que j'ai symbolisé là, c'est ma partie geek, ça, où je vous fais vous allez voir des schémas. C'est plat, quoi. Ça ne bouge pas. Iman, c'est ça, ne bouge pas, a priori. Alors en fait, si on regarde bien, elle bouge un peu. Elle oscille quand même un peu. Et si je venais, je ne vais pas le faire, mais si je la poussais, elle réagirait. Un peu comme quelqu'un qui est sur une balançoire, que je pousse, qui vient, qui revient. Ça oscille autour de l'équilibre, sans jamais trop s'éloigner de l'équilibre. Les choses, on peut dire, restent sous contrôle. C'est un peu comme un thermostat. Je ne sais pas où il est, mais s'il y a un thermostat dans cette salle, s'il fait trop chaud, il met la clim. S'il fait trop froid, il arrête. Les choses restent sous contrôle. Notre cerveau, ce qu'on apprend à l'école, surtout en primaire, après ça peut évoluer selon vos études, mais on sait, et même le langage quotidien, on sait parfaitement interagir, comprendre, analyser un système à l'équilibre ou proche de l'équilibre, qui oscille. Les gens vont parler, mais ça c'est cyclique. C'était la gauche, maintenant ça va être la droite. Ou c'est des crises cycliques. Et encore une fois, il y a des choses à l'équilibre, ou des gens à l'équilibre, et il y a des choses cycliques. Et ça ne s'arrête pas là. Ce que nous apprennent les théories du chaos, c'est qu'à partir d'un certain stade, qu'on appelle le tipping point en anglais, point de déclenchement en français, le système peut sortir de l'équilibre. Il y a des phénomènes qu'on appelle d'auto-amplification, ou de positive feedback, de boucle de rétroaction positive, si vous voulez faire plus sérieux. C'est le thermostat qui est cassé, qui est devenu fou, qui fait que plus il fait chaud, plus il met du chauffage. S'il fait encore plus chaud, il met mais encore beaucoup plus de chauffage. Les choses s'auto-amplifient. Là, le système ne reviendra jamais à l'équilibre d'avant. Le thermostat est cassé, le contrôle ne marche plus. Parce que nous sommes de plus en plus nombreux, parce que nous n'avons jamais été autant connectés et que les choses vont trop vite, le système n'a pas le temps de se restabiliser, il y a plein de phénomènes comme ça, d'auto-amplification. Par exemple, je peux vous dire, plus on est sur Facebook, plus on est sur Facebook. Attendez, si on n'est que 150 sur Facebook, tout le monde s'en fout. Enfin, on aura peut-être nos meilleurs potes qui vont venir, mais le reste de l'humanité s'en fout. Si pratiquement la moitié de la population mondiale est sur Facebook, presque tout le monde veut, pas tout le monde, mais presque tout le monde veut venir. Plus on est sur Facebook, plus on est sur Facebook. Les crises. Avant, on avait des crises cycliques. Aujourd'hui, une crise financière peut déclencher une crise économique, qui déclenche une crise sociale, qui peut déclencher elle-même une crise politique, qui redéclenche une crise économique. Le truc s'auto-amplifie. Ici, par exemple, je peux dire, plus on est riche, plus on est riche, plus on est pauvre, plus on devient pauvre. On estime, Oxfam estime qu'il y a à peu près 67, j'ai lu 64 il n'y a pas longtemps, 67 personnes sur Terre ont les mêmes revenus que la moitié de la population mondiale. Il y en a peut-être un parmi vous, enfin des 67, pas les autres, vous n'êtes pas obligé de vous dénoncer. Les choses s'auto-amplifient, les choses ont tendance à devenir de plus en plus extrêmes. Je pense qu'on est là.
Alors, à ce stade-là, il y en a peut-être parmi vous qui ont une question. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe après? Qu'est-ce qui se passe après? Alors, les théories du chaos nous disent qu'il peut se passer deux choses. Alors, il y a une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. Donc, je vais commencer par la mauvaise, comme ça on pourra terminer et surtout passer du temps sur la bonne. La mauvaise nouvelle, c'est que le système peut s'effondrer. Deuxième principe de la thermodynamique, tout redeviendra poussière, le système s'effondre. Alors on a vu des civilisations s'effondrer, hein, on ne serait pas la première. Quelle est la première ville, autant qu'on sache, hein, il y a peut-être des villes qu'on ne connaît pas ou ce n'est pas documenté, autant qu'on sache, quelle est la première ville à avoir atteint dans l'histoire de l'humanité une population de 1 million d'habitants? Ce qui donne une idée de la complexité qu'ils avaient atteint à l'époque. Il faut nourrir 1 million d'habitants, il faut transporter 1 million d'habitants, enfin, etc. C'est quoi? C'est où? Non, on pense que c'est pas Babylone, c'est discutable. Non, a priori, ils n'ont pas atteint 1 million. Non, pareil, il semble qu'ils n'étaient pas 1 million, mais c'est discutable. On pense que c'est Rome, mais c'est peut-être de l'autocentrisme. Hein. On pense que c'est Rome. Rome a atteint 1 million d'habitants, encore une fois, ça vous donne une idée du niveau de complexité. Quand Rome s'est effondrée, en à peu près 50 ans, retenez simplement les ordres de grandeur, en à peu près 50 ans, Rome est passé de 1 million d'habitants à peu près 50 000. 1 million, 50 000. Quand ça s'effondre, ça s'effondre. Hein. Alors notez bien qu'à l'époque, ça a quand même pris 50 ans. C'est pas si court que ça, quoi. C'était l'échelle d'une vie, quoi, à l'époque. Et j'y étais pas, mais on peut imaginer que l'effondrement de Rome, qui était quand même tout l'Empire romain, hein, c'était énorme, mais on peut imaginer que ça a assez peu affecté les Chinois. C'est resté relativement local. J'ai le sentiment qu'aujourd'hui, si ça devait s'effondrer, ça ne prendrait pas 50 ans, vu la connexion entre nous, et ça ne serait pas aussi local. Bon, ça, c'était les mauvaises nouvelles. Hein. Ça va? Les bonnes nouvelles. Il peut y avoir également, et c'est de ça dont je veux vous parler aujourd'hui, une émergence, un breakthrough en anglais, un nouvel équilibre, un nouveau système, pratiquement, on pourrait dire, parce qu'il ne ressemble pas vraiment au précédent, un nouvel équilibre, toujours plus complexe que le précédent, peut émerger. Qu'est-ce que vous diriez d'un monde où on vit à 7 milliards, 10 milliards, je ne sais pas combien, de manière harmonieuse, où chacun peut faire ce qu'il a envie de faire, où chaque enfant a accès à un minimum d'éducation, accès à la santé, à une nourriture de qualité et de quantité suffisante? Les théories du chaos nous disent que c'est possible. Elles nous disent aussi que tout peut s'effondrer. Et elles nous disent que c'est possible. Alors là, vous pourriez dire, ouais, c'est possible, il est un peu rêveur, quoi. C'est gentil, son histoire. Oui, et c'est comme ça, et pourquoi on est là? Depuis le Big Bang au départ, on est monté en niveau de complexité pour arriver à 42, qui, je n'en doute pas, est le summum de la complexité. En tout cas, le vivant a évolué comme ça. De l'atome à la molécule, à la cellule vivante, l'organisme, jusqu'à, encore une fois, ce que certains pensent être le nec plus ultra de la complexité, l'être humain. C'est discutable. Hein. Puis, what's next? Hein? Qu'est-ce qui vient après? Je fais ce que je fais parce que je suis convaincu qu'au moins dans certains domaines, encore une fois, on n'a pas besoin des théories du chaos pour décrire, quoique, enfin, je ne la connais pas suffisamment, mais en tout cas, ce soir, assis sur sa chaise, je pense que Newton nous suffira. Parce qu'on n'a jamais été aussi nombreux, parce qu'on n'a jamais été autant connectés, parce que tout va beaucoup plus vite, je pense que nous avons atteint cette phase de chaos, cette phase chaotique d'auto-amplification qui fait que, au moins pour certains aspects collectifs, au niveau de l'humanité, nous sommes proches de l'effondrement ou de l'émergence. Et ma mission, c'est à la fois de convaincre ceux qui ne sont pas convaincus et surtout de donner les outils pour à la fois traverser le mieux possible cette phase un peu chaotique et créer, favoriser les émergences qu'on a envie de favoriser pour soi ou pour sa communauté. Alors à ce stade-là, j'ai déjà fait des conférences et les gens m'ont dit « Ah bah là, on s'est dit, ça y est, là, il va sortir la formule mathématique, parce qu'il a bossé, issue des théories du chaos, qu'on va appliquer dans notre vie. » Alors, j'ai une mauvaise nouvelle, je n'ai pas la formule mathématique secrète issue des théories du chaos qui va changer votre vie. J'ai une bonne nouvelle,
c'est que j'ai plein d'outils très simples, issus des théories du chaos, que vous pouvez mettre en place immédiatement dans votre vie. Et ce sont ces outils que je voudrais partager avec vous. Le premier outil que je voudrais partager avec vous, en fait, c'est des lunettes. C'est d'avoir les bonnes lunettes pour vous permettre de voir le monde de la meilleure manière possible. Alors, de toute évidence, on ne voit pas le même monde. Comment vous appelez? Morgane. Morgane, alors moi j'avais des lunettes, mais là, je me suis fait opérer. Morgane, je pense qu'on ne voit pas tous les deux le même monde, mais je pense que Morgane sera d'accord avec moi pour dire qu'elle voit mieux son monde avec ses lunettes que sans. On est d'accord? Moi, c'est ça mon but, c'est de vous donner les bonnes lunettes pour que vous puissiez voir le monde, non pas comme il était, mais comme il est, votre monde. J'aurais voulu vous raconter une histoire. Pourquoi c'est important d'avoir les bons modèles, d'avoir la bonne carte, d'avoir les bonnes lunettes. Dans les années 80, bon, je pense qu'il y en a qui n'étaient pas nés, mais dans les années 80, c'était l'envahissement du marché américain de l'automobile par les constructeurs japonais. Donc c'était un drame à Détroit et dans quelle autre ville, ce qu'on appelait les Big Four, Five, j'ai oublié, enfin Ford, Chrysler, GM, etc. Donc ils étaient un peu en mode panique et ils se sont dit, qu'est-ce qu'on fait? Alors ils se sont dit, on va aller voir les Japonais. On va aller voir, on va leur demander. Alors, ceux qui connaissent les Japonais, ils sont gentils, les Japonais. Donc, ils leur ont dit, mais oui, venez, on va vous recevoir. Et donc, il y a les 4 ou 5 présidents, PDG des plus grosses boîtes américaines de constructeurs automobiles, qui sont partis ensemble au Japon. Et les Japonais, qui étaient aussi assez fiers, parce que c'était après la Deuxième Guerre mondiale, donc de montrer à l'envahisseur, enfin aux gagnants, c'était pas mal pour eux. Et donc, ils l'ont fait visiter pendant une semaine, je crois. Vous pouvez tout vérifier sur Internet. Tout ce que je vous raconte, un peu résumé, mais vous pouvez tout vérifier. Ils visitent pendant une semaine des usines, Toyota, Nissan, etc. Et puis, ils rentrent. Alors retour aux États-Unis, il y a la presse qui les attend à la descente de l'avion. Et alors, le gars, alors c'est quoi le secret des Japonais? Alors, je ne sais plus si c'est le gars de Ford ou de GM, j'ai oublié. Il dit, on s'est complètement fait avoir. Comment ça, vous êtes fait avoir? Ils nous ont fait visiter que des fausses usines. Comment ça, des fausses usines? Vous avez visité des usines, ça n'existe pas, ça. Écoutez, ça fait 35 ans que je suis dans le métier de l'automobile. Il y a un truc que je peux vous dire, c'est qu'une usine sans stock, ça n'existe pas. On a visité que des usines, il n'y avait pas de stock. Ils ont monté des fausses usines pour pas qu'on voit leurs secrets. Alors évidemment, la plupart d'entre vous, vous connaissez l'histoire, c'était ça le secret. Enfin, un des secrets, ce qu'on appelle maintenant le juste à temps, le Kanban, les flux tendus, etc. Le gars n'était pas capable de voir une usine tourner sans stock. Alors quand je raconte cette histoire, moi quand je l'ai lu, je me suis dit, ils sont cons ces Américains. Moi je l'aurais vu. C'est pas sûr. On n'est pas capable de voir ce qu'on n'est pas capable de voir. Je vous le répète lentement celui-là. On n'est pas capable de voir ce qu'on n'est pas capable de voir. Mon but, c'est que vous soyez capable de voir le monde tel qu'il est. Et je voudrais vous donner quelques exemples et une bonne paire de lunettes. Ça, c'est le monde selon Samuel Huntington. Alors Samuel Huntington, c'est un gars qui a écrit un livre, il est mort il y a quelques années, qui s'appelle Le choc des civilisations, qui est devenu super à la mode après le 11 septembre 2001, parce qu'il expliquait qu'il y avait les civilisations, depuis toujours, se battaient entre elles pour avoir la suprématie. Alors lui, il en envoyait surtout une, 11 septembre 2001, qui essayait de gagner toutes les autres. Et donc il a mis des couleurs. Il y a la civilisation slave, chinoise, indienne, occidentale, enfin, etc., africaine. Moi, le monde dans lequel je voyage aujourd'hui ne ressemble pas beaucoup à ça. C'est où ça? Regardez bien. C'est Paris. C'est à Paris. Banette, là, en haut à droite. C'est Paris. Ça, c'est où? Il y en a qui reconnaissent? Non, c'est pas Shanghai. C'est Mumbai, c'est Bombay, en Inde. Ça, c'est où? Bon, je vous l'ai déjà fait une fois. C'est Paris de nouveau. Et ça, c'est où? Ça n'est pas New York, je l'ai entendu. Non plus, ça n'est pas Delhi. Non. C'est un petit village en Chine qui s'appelle Chongqing. 32 à 34 millions d'habitants. Ce que je veux vous montrer, c'est que le monde dans lequel je voyage, dans lequel vous voyagez pour certains d'entre vous, dans lequel nous vivons, pour moi, ne ressemble plus à ça. Il ressemble plutôt à ça. Il y a de l'Inde pas loin de chez nous. Et alors ça change tout. Parce que dans le monde d'avant, je vais vous le remettre, l'autre, ce que certains appellent maintenant l'ennemi, il était loin. On savait où il était. Et même si on habitait près de la frontière, on savait où il était, quoi. Alors, dans ce monde-là, l'autre, il est à côté de vous, là, ce soir. Ou quand vous rentrez chez vous, il est à côté de vous.
Et là, ça change tout. Comment interagir avec ce monde-là? Avant, je vais vous donner un autre exemple. Ça, c'est le résultat des élections américaines présidentielles, les dernières. Donc en rouge, c'est ceux qui ont voté pour Trump, et en bleu, ceux qui ont voté pour Hillary Clinton. Alors, si vous par État. Donc si vous regardez, je sais pas, on va prendre l'État de New York. En général, on le connaît bien. Si vous regardez l'État de New York, vous vous dites, si je prends ma voiture, je vais traverser l'État de New York, statistiquement, je vais essentiellement rencontrer des gens qui ont voté pour Hillary, statistiquement. Alors maintenant, regardez la carte, non pas par État, mais par comté, par county. Eh bien, le même État, en fait, statistiquement, si vous le traversez en voiture, vous allez rencontrer essentiellement des gens qui ont voté pour Trump. C'est New York City, c'est les grandes villes qui ont voté pour Hillary. D'où l'importance d'avoir les bonnes cartes. Ce que je voudrais vous offrir comme carte, c'est les images fractales. C'est ça le lien dont j'ai parlé tout à l'heure. Qui sait ce que c'est qu'une image fractale? Levez la main. Ouais, là, pas mal, là. Presque tout le monde. Alors, moi, je me suis posé, des fois, quand vous discutez avec des amis, pas des amis d'ici, hein, des amis du monde normal, vous ne trouvez pas que des fois, c'est difficile à expliquer ce que c'est qu'une image fractale? Moi, le truc le plus dur, c'était la radio. Première interview, je n'avais pas prévu le coup. Le gars, il a lu mon bouquin, donc je parle des images fractales. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est qu'une image fractale à la radio? J'étais con. Hein. Donc, je me suis dit, il faut que je trouve une solution. Et je l'ai trouvé un peu par hasard. Un jour, je faisais une conférence, un peu comme celle-là, mais il y avait un peu plus de monde, c'était en Inde. Donc, je faisais ma conférence en anglais, mais elle était traduite en plusieurs langues, dont le français. Donc pour moi, c'était un peu bizarre, parce que je parlais anglais, c'était traduit en français. Bon. Et puis dans la partie, l'après-midi, il y avait un truc de répétition. Et donc moi, je vérifiais que mes visuels marchaient bien. Puis il y avait les 4-5 traducteurs qui étaient là, qui se préparaient, qui s'installaient, dont la traductrice française. Et elle était là avec sa petite fille. Et alors, elle regardait mes visuels, et il y a un moment, je l'entends. Elle ne savait pas que je l'entendais, mais je l'entends, elle dit « Oh, mais j'y comprends rien, ces trucs scientifiques, là, je ne sais pas comment je vais traduire ça. » Et il y a sa fille qui est avec elle qui lui dit « Mais maman, lui dit ça. Mais maman, c'est pas compliqué. Tu fais un cercle, puis des plus petits à côté du gros et des plus petits sur les plus petits. Et quand c'est trop petit, tu fais des points. » Et en fait, à ce moment-là, ce que je projetais, c'était cette image-là, qui est un ensemble de Mandelbrot. Hein, certains d'entre vous doivent le connaître, du nom de Benoît Mandelbrot, qui a inventé le mot fractal. Alors là, je me suis dit, attends, mais ça c'est cool cette affaire. Si les enfants comprennent, peut-être que j'arriverai à le faire passer le message à des adultes. Hein. Donc j'ai demandé à une amie qui est instite, professeure des écoles, est-ce que je peux pas venir dans ta classe? Alors en fait, j'ai découvert qu'en France, c'est super compliqué de rentrer dans une école. Enfin bon, j'ai pu y arriver. On a mis plusieurs classes ensemble, donc il y avait plusieurs âges, et je leur ai montré des images, et je leur ai demandé, qu'est-ce que vous voyez? Donc je vais vous dire d'abord la définition que les enfants voyaient, donc notez-les, je pourrais vous donner accès à mes visuels, si vous voulez. Et puis ils seront dans la vidéo. Donc vous pouvez, quand vous devez décrire à vos amis ce que c'est qu'une fractale, vous pouvez piquer mes définitions. Première chose, il y a une croix dans la croix, dans la croix, dans la croix. C'était ça l'image. Et là on voit, vous connaissez le truc, c'est une image fractale, une des définitions, c'est une image qui se reproduit à peu près à l'identique, à peu près à l'identique à elle-même. Allez, une autre. Tu ne peux pas mesurer avec la règle, ça ne s'arrête jamais. Ouais, on met le triangle dans le triangle dans le triangle. Alors ça, pour ceux qui aiment les énigmes ou les plus matheux d'entre vous, c'est assez intéressant parce que c'est une longueur infinie, on ne peut pas la mesurer, dans une surface finie. Vous y réfléchirez avant de vous coucher ce soir. Alors, c'est comme un Lego avec un cube qui sert à faire un plus gros cube, qui sert à faire un plus gros cube, etc. etc. Une éponge de Menger. Même ceux qui ne connaissaient pas avant de venir ce soir les images fractales, vous commencez à repérer le pattern. Je vous en fais passer un. Voilà, il est imprimé en 3D. Comme ça, vous pourrez toucher une image fractale. Allez, je crois que c'est le dernier. Plus tu t'approches ou plus tu t'en vas, et plus c'est pareil. Alors, on va retrouver l'ensemble de Mandelbrot. Et vous voyez comment on peut littéralement plonger dedans. Je pourrais vous laisser ça pendant 2 heures, on ne va pas le faire. C'est quasiment méditatif et on repère le même pattern. Alors pourquoi les images fractales et pourquoi ces lunettes? Parce qu'on l'a vu avec mes cartes, avec les résultats des élections, le monde, pas de Samuel Huntington, le monde selon Bruno Marion, ça fait un peu chic, ou prétentieux. Le monde est devenu fractal. Et si on n'a pas les bonnes lunettes, on ne va pas être capable de le reconnaître et de le comprendre.
Il y a une autre raison également, c'est que la nature, le vivant, a su assez bien évoluer dans des environnements chaotiques depuis des milliers ou des millions d'années et a utilisé, entre autres, pour survivre dans ce milieu chaotique, les images fractales. Bon, j'arrête là. Vous reconnaissez le chou romanesco? Bon, mon truc, c'est pour ceux qui ne connaissaient pas encore les images fractales, là, quand vous allez ressortir ce soir, si tout va bien, vous allez commencer à en voir partout. Si c'est le cas, j'aurai atteint mon objectif. Un arbre. C'est en Algérie. Ça, c'est le désert d'Atacama. C'est moi qui ai pris la photo. Tiens, ça, c'est où, ça? Quelqu'un reconnaît? Ah ben, c'est nulle part, mais ici, vous auriez dû reconnaître. C'est dans un jeu vidéo. Et oui, les fractales ont transformé les effets spéciaux au cinéma et les jeux vidéo. Parce que c'est le moyen le plus simple de construire quelque chose qui ressemble le mieux à la réalité. Le truc, c'est de dire les montagnes ne sont pas des cônes, quoi. C'est des images fractales. Hein, les nuages ne sont pas des sphères. Ce sont des nuages fractales. Ça, c'est quoi? Non, ça n'est pas du corail, je l'ai entendu. Alors, c'est une cellule dont j'ai oublié le nom, qui est dans une dendrite, je crois, qui est dans le cerveau. Nous sommes des êtres fractales. Ça, c'est quoi? Ce n'est toujours pas du corail. C'est le poumon. C'est le poumon. Et vous vous souvenez de la longueur infinie dans une surface finie? La nature a voulu mettre une surface, peut-être pas infinie, mais enfin la plus grande possible, la surface des champs, dans une cage thoracique a priori finie. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a utilisé une forme fractale. Ça, c'est quoi? Ça, c'est une vieille image, peut-être certains d'entre vous l'ont vue. Oui, c'est une vieille image d'Internet, je ne sais pas, qui date de 4-5 ans ou quelque chose comme ça. Une fois que vous avez commencé à voir, vous êtes capable d'en voir partout. Et je voudrais vous donner quelques exemples. D'abord, un exemple personnel. Comment avoir une vie fractale? C'est quoi la vie fractale? Alors, la vie d'avant, ce que j'appelle la vie linéaire, hein, c'est il y a des frontières très nettes. Alors, la première étape, c'est on apprend. Hein, vous êtes encore plus ou moins dans cette phase-là, quoique. La deuxième phase, en tout cas dans l'environnement, c'est on travaille. Et la troisième phase, on se repose. Bon, il y en a une autre moins drôle après dont je ne parlerai pas. Je pense que ce monde-là n'existe plus. Ce monde-là n'existe plus. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des tas de choses que vous faites alors que vous êtes censé être étudiant, c'est du travail. Ce que d'autres appelleraient du travail. J'ai bossé avec un gars qui s'appelle Adrien Wagner, que j'ai rencontré à Amsterdam, c'est un Néerlandais. Il travaille avec des enfants d'une dizaine d'années, si je me souviens bien, 10-11 ans, il faudrait vérifier. Pour résoudre des problèmes stratégiques ou d'organisation, marketing, pour des très très grosses boîtes, des banques, des assurances. Donc il les fait bosser pendant 6 mois. Les enfants, enfin les écoles sont payées hein, pour ça. Et au bout de 6 mois, les gamins, ils vont présenter leurs trucs devant le comité exécutif. Et ils sortent des trucs, mais ahurissants. Alors quand il m'a raconté ça, j'ai dit, putain, Adrien, je ne sais pas si on peut... Enfin, on parle en anglais, mais je ne sais pas si on peut faire ça en France. Hein, c'est pas gagné. Il y a une liste d'attente des écoles aux Pays-Bas pour participer à son programme. Il y a une liste d'attente des boîtes, parce qu'il n'y a pas assez de monde quoi, pour développer le truc. Et dans les écoles qui sont sélectionnées, il y a une liste d'attente des parents pour mettre leurs élèves. Comment, aujourd'hui... Ah, le truc super important, c'est que vous travaillez déjà maintenant, ou si vous considérez que vous allez que commencer à travailler demain, continuez à apprendre. Un des enjeux, aujourd'hui, pour moi, les plus importants, c'est d'apprendre à apprendre. Bon, ça, normalement, vous savez un petit peu. D'apprendre à désapprendre. Et ça, on n'apprend pas forcément. Il faut apprendre à oublier, quoi. Les trucs que vous apprenez aujourd'hui seront plus bons demain. Et donc d'apprendre à réapprendre. Continuez à apprendre. Prenez des moments de repos, quoi. Bon, moi, je suis peut-être me suis auto-mal influencé, parce que moi, j'ai fait mon premier tour du monde, je vous l'ai dit, à 25 ans. Mais barrez-vous 1 an, 6 mois, 3 mois, quand vous commencerez à avoir un job. Alors, je ne sais pas à quoi ressemble la vie fractale, mais... on va dire que ça ressemble à quelque chose comme ça. Je voudrais vous montrer même du point de vue des institutions. Le monde d'avant, le monde linéaire d'avant, c'est on prend les matières premières, on produit, on achète, on utilise, on jette. Alors j'espère que la plupart d'entre vous, vous êtes déjà à l'étape d'après et que vous recyclez. Et on peut pousser ça encore plus loin. On peut faire que chaque étape elle-même fasse partie d'un cycle. D'un cycle et d'un cercle pour le coup. On parle d'économie circulaire, de blue economy, de cradle to cradle, du berceau au berceau.
Vous reconnaissez pas un peu, ça vous pouvez pas penser à quelque chose, ça? Une image fractale. Une fois qu'on a les bonnes lunettes, on est capable de construire, de penser et de reconnaître de nouvelles manières de s'organiser. Les monnaies. Alors, je vais vous dire un truc, je l'ai remise que très récemment, ce visuel, parce que pendant des années, je pouvais expliquer aux gens que le monde allait s'écrouler, hein, pire que Rome, tous les gens me regardent, ouais, bon, bah d'accord, c'est triste, mais alors quand je dis aux gens qu'on va peut-être changer de monnaie, alors là, c'est la guerre. Là. Les gens, non, c'est pas possible, on peut pas utiliser autre chose que l'euro, ça ne marchera pas. Moi, alors j'en ai mis que 3, il y en a d'autres, évidemment, mais je pense que demain, il y aura des galaxies fractales de monnaie, avec peut-être les anciennes, des monnaies alternatives, complémentaires, et j'espère surtout que parmi vous, là, il y en a qui sont en train ou qui vont bientôt me coder des monnaies libres, hein, qui seront basées, j'espère, sur un truc qui prendra un peu moins d'énergie que le blockchain. Mais voilà, dès que vous avez le bon schéma, vous êtes capable de concevoir de nouveaux systèmes. Il y en a qui regardent des TED Talks ou des conférences TED. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais là, depuis 1 ou 2 ans, il n'y a pas une conférence TED sans que le moment, il y a un gars ou la nana, ils disent les neurosciences nous apprennent, eh bien, les neurosciences nous apprennent que notre mémoire fonctionne de manière fractale. Si vous voulez mémoriser efficacement un truc pour les 30 prochaines années, plutôt que de lire, je sais pas, vous avez une page A4 à mémoriser, eh bien, plutôt que de la lire, ça marche ? Plutôt que de la lire tous les jours pendant 1 semaine ou pendant 1 mois, il est beaucoup plus efficace. Vous la lisez aujourd'hui, vous la relisez dans 3 jours, vous la lisez dans 1 semaine, dans 1 mois, dans 3 mois, dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans. Votre mémoire mémorisera le document, l'information, de manière beaucoup plus efficace. Eh bien, ce que je vous propose, c'est qu'ensemble, on vive une expérience fractale, de mémoire fractale. J'ai conçu pour vous, je vous la remettrai à la fin, une page spéciale où vous pouvez vous inscrire et vous allez recevoir un certain nombre de bonus. Je me suis posé aussi la question de comment on peut continuer à échanger ensemble. Donc, ouais, prenez des photos. Je vous le remettrai après, vous inquiétez pas, ça serait le dernier truc que je vous montrerai. La première chose que vous allez recevoir, dès que vous vous inscrivez, c'est les notes. Bon, j'ai vu que tout le monde prenait des notes, là, j'ai bien vu, mais c'est les notes que j'aurais prises si j'avais été assis à votre place. C'est pas long, hein, c'est 1 page ou 1 page et demie. Les notes, c'est le premier bonus que vous allez recevoir. Et après, vous allez recevoir 2-3 trucs. C'est des trucs, ça prend 2-3 minutes, c'est pas trop compliqué, quoi. Et ça va s'espacer dans le temps pour que vous le mémorisiez plus facilement. Première chose, les bonnes lunettes pour voir un monde qui est devenu fractal. Deuxième chose, c'est quand on est dans ce monde-là qui s'auto-amplifie, je vous l'ai dit, le thermostat est cassé. Le contrôle ne marche plus. On ne peut plus contrôler le truc. Les choses s'auto-amplifient. Moi, quand j'ai commencé, quand j'ai quitté mon travail, il fallait quand même que je gagne un peu d'argent pour payer mes tours du monde. Et moi, une de mes passions, c'est la musique. Donc je me suis dit, je vais essayer de trouver des clients, je vais leur expliquer que je suis consultant. Quand on ne sait pas quoi faire, on dit qu'on est consultant. Et peut-être pourrais-je rencontrer des stars, des chanteurs de rap, etc. Et donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai bossé avec des grands labels, ou surtout des petits labels en France. Et ça, c'était il y a 18 ans, 18-20 ans. C'était le début du téléchargement illégal de la musique. Alors moi, je me souviens, mes clients, c'est l'époque du CD, hein, on achetait des CD à l'époque. Mes clients me disaient, mais Bono, t'inquiète pas, on va contrôler tout ça. On va mettre des Digital Rights Management. On va attaquer en justice nos clients qui trichent. Ce qui, du point de vue marketing, était une idée innovante à l'époque. Hein. Ça, vous y réfléchirez. Là, bon, vous connaissez peut-être l'histoire. En 5 ans, l'industrie du disque s'est effondrée de 70%. On ne peut plus contrôler. On ne peut plus contrôler. Il faut mettre en place ce que j'appelle des processus de régulation. Le contrôle, c'est l'interrupteur on-off. Le processus de régulation, c'est le code. Si je voulais prendre deux trucs opposés. On-off. Hein. Et d'ailleurs, les premières machines automatiques, c'était beaucoup d'interrupteurs on-off. De toute évidence, ici, vous serez encore mieux placé que moi pour m'expliquer que le code, on s'est assez éloigné de l'interrupteur on-off, quoi. Trouvez les processus de régulation que vous pouvez mettre en place dans votre vie. C'est quoi ça? Est-ce qu'il y en a qui savent? C'est l'équation d'une fractale, en l'occurrence de l'ensemble de Mandelbrot. Pourquoi je vous montre ça? Parce que vous le connaissiez ou pas, et vous n'avez pas besoin de connaître ça, hein. Il suffit que vous changiez un tout petit truc. Par exemple, C, je ne sais pas, imaginons que c'est 2. C'est égal à 2.
Si à la place de 2, vous mettez 2,00000000001, ou plus loin, hein, eh bien, vous aurez toujours une image fractale. Elle n'aura plus rien à voir avec la précédente. En changeant un tout petit truc, vous pouvez changer votre vie. Je vais prendre un ou deux exemples. Moi, quand j'ai commencé à bosser, il n'y avait pas de mail. Donc moi, j'avais appris, j'ai fait un MBA, on m'expliquait, Bruno, si tu veux être efficace, c'est pas compliqué. Le soir, tu ne pars pas de ton bureau tant que ta boîte mail, c'était une boîte mail en fer, hein, avec du courrier qui arrivait dedans, et n'est pas vide. Et ça marchait, hein, j'étais super efficace, j'étais pas mauvais. Et ça marche aussi si vous recevez 10 mails par jour, hein, ou 50. Mais si vous en recevez 100 ou 200, plus les messages, Messenger, WhatsApp, etc., ça marche plus. Et moi, j'ai vu, avec mon ancien mode de pensée, ma productivité baisser et mon niveau de frustration monter. Je me dis, oh putain, j'ai oublié de répondre à ce mail-là, oh putain, j'ai oublié. J'ai changé ma vie avec un processus de régulation. Je ne regarde jamais mes mails avant 11h du matin, heure locale, où que je sois. Est-ce que c'est le bon process pour vous? Mais j'en sais rien. Le process pour moi n'est pas forcément le même process pour Morgane. Trouvez le bon process de régulation. Moi, par exemple, tous les matins, je fais quelques exercices de yoga, je fais 30 minutes de méditation. Alors moi, j'expérimente le plus possible. Trouvez, et on va y revenir, ça sera ma conclusion, on va travailler ensemble pour que vous repartiez aujourd'hui avec au moins un processus de régulation que vous pouvez utiliser. Avant, je voudrais quasiment conclure. Quand je raconte tout ça, et souvent les gens me disent mais Bruno, moi je peux rien changer. Moi, j'ai pas de boulot, ou moi je bosse dans une très très grosse boîte, on peut rien changer. Ou alors attends, moi je suis juste en train de créer ma boîte, je suis tout seul dans ma boîte, je peux rien faire. Et oui, dans le monde d'avant, dans le monde à l'équilibre ou proche de l'équilibre, pour changer les choses, il fallait être très 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 puissant. Et être très puissant, c'est quoi? Eh bien, c'est être très riche. Le CEO de la boîte, c'est être le président du pays, ou être très nombreux. Et on fait la révolution. Dans le monde linéaire, pour changer les choses, il faut être très puissant. Dans un monde où les choses s'auto-amplifient, un tout petit changement ici, comme si je changeais dans la formule de la fractale, un tout petit changement, on l'a vu, peut complètement changer, va complètement changer le résultat final. Dans les théories du chaos, ça s'appelle l'effet papillon. Je peux vous démontrer scientifiquement que parce que nous sommes dans un monde qui est devenu chaotique, parce que nous sommes dans un monde qui n'a jamais été autant connecté, où nous n'avons jamais été aussi nombreux, vous n'avez jamais eu autant de pouvoir. Et la question, c'est qu'est-ce que vous faites de ce pouvoir? J'ai discuté avec certains d'entre vous. Voilà, il y a parmi vous des entrepreneurs, il y en a qui ne le sont pas. Et comme dans la Silicon Valley, bon, il y en a, ils veulent juste faire de l'argent, hein, et c'est très bien, mais il y en a beaucoup maintenant, le truc à la mode, c'est je veux avoir un impact. Quel impact vous voulez aller voir? Peut-être que vous pouvez avoir un impact sans avoir la vision de transformer la vie d'1 milliard de personnes, comme beaucoup l'ont dans la Silicon Valley. Et c'est très bien. Vous n'avez jamais eu autant de pouvoir pour changer le monde. Qu'est-ce que vous faites de ce pouvoir? C'est un peu la question. Je voudrais vous montrer un exemple qui est un peu rigolo. Est-ce qu'il y en a qui ont vu cette vidéo? C'est le gars de United Airlines qu'on a sorti. Vous imaginez le nombre de gens qui ont vu ces vidéos? Quand j'ai voulu la mettre, je suis allé sur YouTube, j'en ai trouvé 8 différentes. Il y a 8 passagers différents qui les ont postées. Il y en a peut-être d'autres, hein, je me suis arrêté à 8. L'argent, il va falloir qu'ils dépensent, enfin qu'ils ont commencé à dépenser United Airlines. Vous n'avez jamais eu autant de pouvoir. Un tout petit truc peut complètement changer le monde. Voilà, j'ai essayé de vous montrer aujourd'hui que nous vivions dans un monde en pleine transition. Je voudrais qu'on reste en contact. Avant que je conclue, maintenant c'est là qu'il faut faire les photos. Et alors, inscrivez-vous, parce que si vous ne le faites pas aujourd'hui, vous ne le ferez jamais. Hein. Demain, dans ce monde chaotique, il sera passé... Et c'est mon adresse email que vous allez recevoir, donc vous pouvez me répondre, vous pouvez me poser des questions. Pendant que vous notez tout ça, j'ai voulu partager avec vous que nous vivions dans un monde que je crois les historiens, s'il y a encore des historiens dans 200 ans ou dans 2000 ans, c'est pas gagné, hein, verront comme une période très particulière. Parce que nous n'avons jamais été aussi nombreux, autant connectés, que les choses vont de plus en plus vite. On vit dans un monde qui est dans cette phase chaotique, au moins pour certains aspects. Et on a cette incroyable opportunité de bénéficier de ces émergences dans sa vie personnelle,
si on fait le choix de participer à cette transition. J'espère que maintenant, comme moi, vous pensez que le chaos, c'est pas forcément le bordel, que ça peut être l'ordre qui émerge du désordre, et surtout que ça vous fait plus peur. Et j'espère que maintenant, comme moi, vous pouvez vous dire, comme un prix Nobel, un vieux prix Nobel, hein, le chaos est mon ami. Merci beaucoup. On va discuter, je vais prendre des questions avant, je voudrais qu'on fasse un tout petit exercice de quelques minutes. Je vous ai dit, pour moi, l'importance de ce que j'ai appelé les processus de régulation. Je voudrais qu'on se prenne quelques minutes pour réfléchir à ces processus de régulation. Pour vous aider, je vais vous donner un ou deux autres que moi j'utilise. Par exemple, à chaque fois que je me pose la question de « ou », tiens, je fais ça ou ça, j'essaye de penser en termes de « et ». Et oui, dans le monde chaotique, c'est à la fois chaud et froid, hein, ou plus exactement, ça va tellement vite entre les deux que c'est à la fois chaud et froid. Alors je vous accorde que des fois, c'est pas possible. Je peux pas être à Paris et en Ardèche. J'ai observé qu'il y a plein de fois, d'abord, on peut faire les deux. On peut tester, par exemple, les deux en même temps avant de se décider. Et puis même quand c'est pas possible, quand je me pose la question du « et », eh bien souvent, ça me donne des idées auxquelles j'avais pas pensé avant. Un autre truc que je fais, alors ça, vous pouvez l'utiliser entre vous hein, quand vous travaillez en groupe, c'est à chaque fois que je vais pour dire oui mais, je me tais et j'essaye de formuler ce que je vais dire en oui et. Oui mais, bon, les ingénieurs, vous avez vérifié, hein, en logique, oui mais, c'est à peu près équivalent, enfin, c'est équivalent à non parce que. Donc on dit à l'autre non. Il vous entend consciemment ou inconsciemment que vous n'êtes pas d'accord, quoi. Et donc il vous écoute plus. Même si on n'est pas d'accord, on peut parfaitement dire à quelqu'un oui, j'entends ton point de vue et je suis absolument pas d'accord. Et c'est très important pour moi qu'on en discute et je suis convaincu qu'on va trouver une solution. L'énergie n'est pas la même. Hein. Ce que je vous propose, c'est qu'on se prenne 5-6 minutes et que vous travaillez en groupe à 2, 3 ou 4 comme vous avez envie, quoi, avec vos voisins, pour partager des processus de régulation que vous utilisez déjà dans votre vie ou que vous pourriez utiliser. Vous pouvez faire à la fois ce que vous utilisez et le mode brainstorming. Et comme ça, l'idée, c'est de piquer des processus de régulation aux autres. Et ce que j'aimerais, c'est que vous en trouviez un que vous n'utilisez pas aujourd'hui, que vous pourrez commencer à utiliser demain. Est-ce que la question est claire? Un petit processus de régulation, ça peut être de faire du sport, ça peut être de ne pas regarder ses mails avant telle heure, d'enlever toutes ses notifications sur son téléphone. Peu importe. Quel processus de régulation vous utilisez, vous acceptez de partager avec vos petits camarades. On se prend 5, 6, 7 minutes et après, si vous êtes d'accord, on partage au moins quelques idées ensemble. Ça marche? C'est parti. Allez, je vous propose d'arrêter. Si tout va bien, vous n'avez pas terminé. Qui c'est qui est OK pour partager son processus de régulation et l'offrir aux autres? Comme ça, on peut peut-être en partager 2 ou 3 et partager des questions également en même temps ou après. Qui c'est qui commence? Il y en a un là. Ouais, très bonne idée. Ça a l'air de marcher. C'est quelque chose que faisait mon coloc tous les soirs avant de se coucher. Prendre du temps pour se rappeler toute sa journée, tout ce qu'il a fait, et vraiment se remémorer toute l'expérience qu'il a eue. Je crois que c'est quelque chose que faisait Pythagore, enseignait en pythagorisme. C'est assez intéressant. On oublie souvent en fait ce qu'on fait la journée. De remémorer, Génial, merci beaucoup. Un autre? Moi, un de mes préférés qui est lié à ça, c'est l'exercice de la gratitude. Chaque jour, je regarde les 3 choses, je cherche les 3 choses pour lesquelles je ressens de la gratitude. Et c'est assez cool parce que des fois, on a des journées de merde. Et finalement, on se rend compte qu'on arrive quand même à trouver des trucs bien, quoi, et à prouver de la gratitude, soit pour un événement, soit pour une personne. Et les neurosciences ont prouvé qu'au bout de 3 semaines, le sentiment d'être heureux dans la vie s'améliorait de manière significative, en 3 semaines. Et moi, c'est un de mes trucs préférés. J'en ai un autre que j'utilise, c'est le pardon. Je cherche la personne, et ça peut inclure moi. Oh putain, mais qu'est-ce que tu as été con hier? Et donc, je me pardonne, ou je pardonne quelqu'un. Allez, encore au moins 1 ou 2 autres.
Alors attends, je peux passer le micro. Je sors jamais avec un rendez-vous Tinder en me basant sur la première photo. Intéressant. Non, mais sinon, plus sérieusement, Oui. je suis pas d'accord dans le sens où j'ai eu tout un tas de processus de régulation. Ouais. J'écrivais tous les soirs, je faisais de la méditation pendant des mois. Et en fait, vous avez dit qu'au bout de 3 semaines, le cerveau s'habitue Pour la gratitude, oui. pour la gratitude. Bah moi, en fait, je pense qu'avec le temps, alors c'est peut-être moi, c'est peut-être tout le monde, je sais pas, je m'habitue à ce processus. Et je pense que l'être humain s'habitue à tout. Et en fait, moi, au bout d'un moment, ça devient juste une tâche vide de sens, une corvée en réalité. Et je vois pas qu'est-ce que ça m'apporte. Et j'arrête. Alors, Mais sinon, c'était vrai pour Tinder. Hein. Ouais, puis c'est intéressant les photos parce que un truc aussi qu'on apprend quand on s'inspire du vivant. Je vais quand même répondre à l'autre truc, mais c'est le monde d'avant, c'est les frontières, hein, comme dans la carte de Samuel Huntington. Le monde d'aujourd'hui, c'est des membranes. La frontière, c'est dehors ou dedans. Hein, je prends pas. Alors que le monde d'aujourd'hui, c'est une membrane. La cellule vivante, elle laisse passer des choses, mais elle laisse pas tout passer. Une cellule qui laisse rien rentrer, elle meurt. Si elle laisse tout rentrer, elle meurt aussi. Donc en fait, on a eu un très bel exemple avec Tinder, avec les membranes que chacun doit mettre en place pour voir qu'est-ce qu'il laisse rentrer ou, ou pas. J'irai pas plus loin. Après, je sais pas, parce que la première chose que j'ai dit, c'est que un processus de régulation qui est bon pour moi n'est pas forcément bon pour toi. Peut-être que toi, ton processus de régulation, c'est toutes les 3 semaines de changer de processus de régulation. Et moi, il y a des trucs, je vois comment les choses se sont construites. Au contraire, moi, par exemple, la méditation, ça fait, je sais pas, 18 ans que je médite, et je me considère encore comme totalement débutant. Et en même temps, bah, je vois que c'est pas pareil aujourd'hui qu'avant. Et je suis vraiment content de ces compound effects, des choses qui s'accumulent. Et je peux parfaitement entendre que pour d'autres personnes, pour toi, ça ne te marche pas du tout, et que peut-être que ton processus de régulation, c'est toutes les 3 semaines, tu mets une alerte, une alarme, hop, faut changer, faut trouver un autre truc. Et ça me conviendrait parfaitement. Un autre? Tous les matins, je fais mon lit depuis 2 ans. Parce que ça paraît un peu insignifiant, mais au moins quand tu as la flemme de te lever, etc., bah, ça fait un truc simple à faire et que tu as réussi à faire. Tu as réussi à accomplir une tâche, mais si tu Ouais, c'est un excellent exemple de processus de régulation. Il y a toute une littérature hein, là-dessus sur le quick win. Le truc qu'on a réussi dès le matin, j'ai fait mon lit et c'est bon, tu es tout de suite dans une énergie positive pour le reste de la journée. Faites votre lit. Merci. Allez, encore un processus ou des questions. Ou des questions sur ce que j'ai dit, sur ce qu'on a vu. Attends, on va passer le micro. J'ai une question parce que enfin, toutes ces histoires de fractales, etc., ça paraît très bien, etc. Mais j'ai l'impression que Mais, vous avez entendu le oui mais. Hein. Moi, je retire rien. C'est mon processus de régulation. En fait, c'est pas un mais, c'est plutôt la question que je me pose, c'est celle de la responsabilité. Parce que si on présente les choses comme étant, disons, un phénomène physique ou je sais pas, c'est que ça se régule par les mécanismes de chaos et d'émergence de lui-même. Sauf que le problème avec nous, peut-être, c'est qu'on a la question de la responsabilité. Donc, est-ce que les actions qu'on va faire ou la façon qu'on a d'envisager le monde vont avoir un impact ou pas? Ça, on n'en sait rien, mais ça engage quand même notre responsabilité. Donc, par exemple, un cas très précis, c'est pour le slide de j'apprends, je travaille, ensuite c'est le repos. Il faudrait voir la part de la population mondiale qui vit comme ça et pour qu'elle vive comme ça, qu'est-ce que ça implique pour les... Enfin, c'est peut-être ça qui a donné 67 pour 3,5 milliards. Donc, dans ce système-là, je voudrais bien savoir quelle est la part de la responsabilité collective, peut-être. Donc, on est connecté, oui, mais après, comment est-ce que les responsabilités s'agencent, etc. Voilà. Merci. Alors, c'est une question, moi, qui m'anime chaque jour. Les théories du chaos, d'abord, disent que c'est pas prévisible, les choses. Donc, à la limite, on pourrait dire, c'est gentil tout ce que tu racontes, mais tout ça sert à rien. Parce que le système n'est pas prévisible. Et
toutes les études qui ont été faites à ce jour, à la fois sur la complexité, sur les théories du chaos, c'est ceux des systèmes mécaniques. C'est vraiment la base. Enfin, ça, c'est Poincaré il y a 100 ans, quoi. Mais les trucs plus récents, Prigogine, enfin, les trucs comme ça, c'est sur des choses, on va dire, à faible niveau de conscience. Par exemple, on étudie une population. Alors, l'histoire, c'est qu'on étudie une population de moutons dans un enclos. C'est une image. Et les moutons, s'ils ont à bouffer, ils vont se développer. Et puis, quand il n'y a plus à bouffer, ça redescend. Et voilà. Et enfin, il y a un moment, soit ils meurent tous, soit, je ne sais pas, il y a le dieu des moutons qui vient faire, qui s'organise. En fait, je crois qu'on n'a jamais fait cette expérience. C'est une expérience mentale, un peu comme celle d'Einstein. Par contre, on sait très bien les faire avec les bactéries. Parce que les bactéries, ça se reproduit beaucoup plus vite et c'est plus facile dans des plus petits espaces. Alors, je ne dis pas que vous êtes plus intelligent qu'une bactérie. Hein. Ça, on ne sait pas. Et en même temps, vous avez l'air sympa. J'ai toutes les raisons de penser que vous êtes à un niveau de conscience plus élevé qu'une bactérie. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ça, hein, mais ma croyance est que vous êtes tous à un niveau de conscience plus élevé qu'une bactérie. Et donc, en fait, la question, et qui est la question que tu poses de la responsabilité, c'est quel est notre pouvoir sur le système? Je pense qu'en fait, on ne sait pas. Il n'y a pas encore le prix Nobel, peut-être qu'il y en aura un dans 10 ans ou dans 2000 ans, qui dira, voilà, maintenant on sait, quand un ensemble d'agents interconnectés, suffisamment nombreux et suffisamment connectés, à ce niveau de conscience, il peut se passer ça. On peut penser que quand les atomes, ils n'ont pas décidé, attendez les mecs, on est beaucoup, on est connectés, tiens, on va faire une molécule. Ou tiens, on est pas mal de cellules, enfin, encore une fois, je ne sais pas, mais on peut penser que les cellules sont établis, et tiens, on va faire un organisme multicellulaire. Je pense que ça ne s'est pas passé comme ça. Alors que là, on est en train de se poser cette question. C'est la première fois qu'un agent du système peut poser la question que tu viens de poser. Quelle est la part de notre responsabilité? Est-ce que, etc. Et moi, c'est ce qui me porte dans ce que je fais, c'est que je crois que justement, on a la possibilité. Après, quelle est la part? Et encore une fois, c'est une croyance. Il n'y a pas de preuve scientifique à ce jour. Quelle est la part du collectif et de l'individuel? Alors là, pour moi, c'est assez facile de répondre parce que j'utilise mon heuristique, pas ou, mais et. Je pense que c'est les deux. Je pense qu'il y a des phénomènes qui sont d'ordre collectif, c'est-à-dire des trucs où on n'a pas une grande part de ce qui se passe, et qu'en même temps, on peut complètement changer le système. Je crois vraiment aux deux, mais là aussi, c'est une forme de croyance. Donc, pour résumer, ta question, je n'ai pas de réponse, c'est plutôt que je renvoie des questions. Elle est fondamentale. Moi, ma croyance, c'est qu'on est en train de vivre un truc qui ne s'est jamais vécu. C'est-à-dire que nous sommes un ensemble d'agents qui pensons un peu plus que des moutons. J'ai des moutons à côté de chez moi, c'est un peu con. Je suis désolé, vous avez des moutons, mais c'est complètement con, les moutons. Ou que des bactéries, et qu'on peut se poser les questions qu'on se pose, et que c'est à la fois, il y a des phénomènes collectifs qu'on ne maîtrise pas forcément, et en même temps, en particulier avec l'effet papillon, on n'a jamais autant de pouvoir. Voilà, je te fais une réponse un peu longue, et je pense que c'est une question fondamentale. Voyons, s'il n'y a que des questions comme ça. Merci. Une autre question? Attends, on va faire passer le micro. J'aimerais proposer une régulation en termes de perception. Parce que pour faire court, quand on fait une erreur, généralement, c'est pas une erreur de logique, c'est justement une erreur de perception, pour rapprocher avec l'histoire de lunettes, justement, par exemple. Et je pourrais donc proposer, quand on évalue quelque chose, qu'on veut faire, est-ce qu'on va le mettre en place, par exemple, on ne sait pas trop. Je peux proposer ce schéma-là, les plus, les moins, et aussi ce qui va être intéressant. Par exemple, il pourrait être intéressant que ça permet de recontextualiser la chose et pas juste d'en rester à quelque chose de coupé de l'extérieur. Par exemple, si je prends un exemple fictif à la con, si on repeignait toutes les voitures en jaune, on peut faire les plus, les moins, et il serait intéressant de voir si est-ce qu'il y aurait différentes teintes de jaune qui apparaîtraient dans les voitures. Est-ce que les gadgets vendus pour les voitures seraient
dans des jaunes ou dans d'autres couleurs qui iraient bien avec. Ce genre de choses, par exemple. Et pour conclure, si la question vous intéresse, je vous conseille vivement la lecture d'Édouard Desbonneaux, qui a beaucoup étudié la perception et écrit justement beaucoup de concepts opérationnels pour l'aide à la décision et à l'innovation, par exemple, sur ce sujet. Voilà. Super. Merci beaucoup. Merci. Comment il s'appelle? Édouard Desbonneaux. Édouard Desbonneaux. Merci. Question ou échange sur un processus de régulation? Ah, pardon, j'avais pas vu. Faut crier. Ouais, une idée de processus de régulation. J'ai pris l'habitude, en fait, au niveau de la vie sur les réseaux sociaux. Je remarque qu'il y a beaucoup de gens qui aiment bien comment, partager leurs mauvaises expériences ou leur mal-être un peu. Et ça, c'est quelque chose que j'essaye d'éviter au maximum. Mmh. Après, je sais pas si. Enfin, il y en a que ça peut aider à évacuer ou quoi que ce soit. Mais moi, je trouve que c'est pas forcément positif, quoi. Parce que ça nous, bon, ça nous encourage un petit peu à aller dans le négatif. Euh, Après, c'est peut-être une manière aussi de pas s'exprimer ou quoi. Enfin, mais moi, je trouve que le fait de ne pas répandre un petit peu mon mal-être quand je suis pas bien ou quoi, ça me permet de passer à autre chose. Et puis aussi, je me dis que les autres, ils n'ont pas forcément envie de recevoir ces choses négatives, quoi. Parce que, enfin, en vrai, moi, ça me saoule de voir les gens qui sont tristes ou quoi. Ouais. Enfin, je veux dire, c'est pas de leur faute ou quoi, mais c'est pas quelque chose que j'ai forcément envie de recevoir, quoi. Super. Merci beaucoup. En plus de ça, il y a vraiment des phénomènes d'auto-amplification là. C'est-à-dire que tu es de mauvaise humeur, tu lis des trucs de gens de mauvaise humeur, tu sélectionnes que des gens, du coup tu likes des gens qui sont de mauvaise humeur tout le temps, donc tu vas avoir que des... Et ça s'auto-amplifie. Hein. D'ailleurs, il y a eu, je pense que beaucoup de monde a entendu parler de cette histoire avec l'expérience de Ah Facebook. oui, 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 oui. Ils ont essayé ils ont pris Sans des notre groupes de accord. gens sans les prévenir et ils ont mis plus de choses négatives et les gens entourés de négatifs avaient tendance à négativiser aussi plus. Ouais, absolument. Merci. Ouais, je vois une main levée derrière. Alors, moi, je pourrais dire de se faire son propre avis, en fait, sur toutes les choses qui nous arrivent, sur toutes les choses qu'on voit. C'est vraiment de se faire sa propre opinion. Et voilà. Et alors, comment tu fais pour ça? Essayer Tu as des trucs à oui. nous donner? Essayer de voir tout ce qui a un impact sur la situation qu'on est en train d'analyser. Voir, essayer d'avoir plusieurs points de vue sur la situation. De là, prendre sa décision sur ce qu'on va avoir comme opinion. Super. Alors moi, sur la question des opinions, avoir une autre opinion, et ça me fait penser sur le côté Facebook. Moi, j'ai pas mal d'amis sur Facebook, et la plupart, enfin, c'est pas des amis, je sais pas qui c'est, comment... Enfin, c'était des amis d'amis, et puis au début, j'ai accepté un peu. Maintenant, je suis un peu plus filtrant, mais au début, j'avais l'excitation. Et puis, c'est un truc de vieux aussi, je pense. Oh, putain, j'ai tant d'amis, donc j'acceptais toutes les demandes, j'étais fier. Et donc, du coup, je me suis retrouvé à un moment, je voyais des gens, je ne savais pas du tout par quel lien ils arrivaient, mais ils exprimaient des opinions, on va dire, politiques qui, pour être poli, n'étaient pas vraiment les miennes. Et qui étaient même très loin des miennes. Et donc, au début, je les délikais, quoi. Et comme processus de régulation, maintenant, j'en garde quelques-uns. J'en garde quelques-uns, et voire même... je like pas, c'est un peu compliqué pour moi, j'ai du mal là, psychologiquement, mais parce que je me dis, c'est pas inintéressant, voire c'était intéressant, c'est pour ça que j'y pense en t'écoutant, d'avoir un avis de temps en temps opposé au mien. Parce que là, de nouveau, on a le phénomène d'auto-amplification, on vit dans sa bulle, enfin ça aussi c'est très bien décrit. Donc j'essaie de faire venir dans ma bulle des gens, et c'est pas facile, hein, c'est des fois, waouh, j'ai vraiment envie de... je le garde. Merci beaucoup. Alors, c'était un petit peu dans le même esprit, c'était... pour faire de l'autorégulation, j'avais tendance à, avant de faire quelque chose, me demander si tout le monde le faisait, est-ce que ça aurait un impact positif ou un impact négatif? Et selon
selon la réponse, je vais le faire ou ne pas le faire. Donc je prenais comme exemple, quand j'en parlais, si à un moment donné j'ai quelque chose dans la main, je vais pour le jeter par terre, c'est pas une bonne solution parce que si tout le monde le faisait, ça marcherait pas, quoi. Donc du coup, je vais plutôt le garder 5 minutes pour le jeter dans une poubelle. De la même manière, une personne âgée qui rentre dans un métro, et je vais me lever pour la laisser s'asseoir. Et c'est une bonne manière aussi de vivre en harmonie avec ses opinions, je trouve. Super. Merci beaucoup. Ambigu, c'est une question, une remarque en même temps. C'est l'île de Mandelbrot, il parlait en fait de motifs fractales dans le marché en particulier. Je trouve ça intéressant. En relation avec Marx, pareil, il disait qu'il y avait eu des crises en fait dans le marché. Donc on critique pas mal ça et on a vu ce qui s'est passé avec Marx par exemple. Le communiste, c'était pas forcément génial. Et donc c'est une remarque, c'est dire est-ce qu'on peut faire autrement? Parce que en partant de ce principe que tout marche sur comment dire, avec l'offre et la demande, ou même on peut, par exemple, je sais pas, j'imagine on pourrait quantifier l'élévation de la conscience humaine sur le marché aussi, on pourrait dire, enfin, comme la même manière que le marché, on pourrait dire que on est moyennement plus élevé comment dire, qu'il y a 50 ans. Euh, En même temps, c'est induit aussi qu'il y a des crises, et qu'il va y avoir des crises comme peut-être on vit en ce moment même. Et est-ce qu'on peut penser autrement voilà. Alors j'ai deux réponses. J'ai une réponse spécifique sur les marchés, dont je ne suis absolument pas spécialiste, et puis une réponse plus générale. Est-ce qu'on peut penser autrement ou faire autrement? Ma première réponse, c'est, je l'ai un peu montré avec mes galaxies de monnaie. Je pense que le monde financier tel qu'on le connaît, 97, à chaque fois que je regarde le chiffre, ça augmente. 97 à 98% des transactions financières dans le monde n'ont aucun rapport avec une transaction d'un produit ou d'un service. Et l'essentiel de ces transactions se font à une vitesse non humaine. C'est-à-dire qu'un être humain, enfin c'est le high frequency trading, etc. C'est-à-dire qu'un être humain ne peut pas le maîtriser ni même le comprendre. Donc le système, de mon point de vue, a largement dépassé le tipping point. Donc c'est un système qui est devenu fou et qui, de mon point de vue, va s'effondrer. Est-ce qu'on peut vivre autrement? Je pense que, par exemple, la transaction de richesse, on a des tas de formes de richesse à s'échanger les uns les autres. La monnaie, je sais pas, l'euro, je sais pas quoi, enfin, c'est des inventions récentes dans l'histoire de l'humanité. Donc je pense qu'il va y avoir d'autres manières d'échanger la richesse avec d'autres formes on peut appeler ça de monnaie, et c'est pour ça que je disais très sérieusement, j'espère que certains d'entre vous est en train, ou aller tôt ou tard, ou les prochaines promos, vont coder, vont créer le code pour qu'on puisse s'échanger ces richesses, avoir des formes de transactions, richesses au sens large, le savoir, je sais pas, on peut s'envoyer des bisous, des merci, enfin, je sais pas. Comment gérer tout ça? Après, est-ce qu'on peut vivre autrement? Moi, je pense... c'est très si vous allez faire le colloque sur le transhumanisme, moi j'ai beaucoup rencontré les gens de la singularité de l'université dans la Silicon Valley, et c'est des gens fascinants, passionnants, et en même temps, leur réponse est technologique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème, quoi. Il va y avoir des solutions technologiques. Et ces gens sont incroyablement intelligents et en plus ont des moyens illimités, enfin quasi illimités. Moi, ce que je pense, donc d'où la singularité. Vous voyez à peu près tout ce que c'est la singularité. En fait, quand on parle de singularité, on parle de singularité technologique. Et moi, je pense que, et c'est ma réponse globale à ta question, que ce dont on a également besoin, c'est pas où, c'est et. Moi, je pense qu'on a besoin de la singularité technologique et de la singularité de conscience. Si on n'est pas capable de savoir comment on va prendre les décisions ensemble, comment on va vivre ensemble, mais toutes les technologies que j'ai montrées et toutes celles que je n'ai pas montrées et toutes celles qui n'existent pas encore, honnêtement, je pense qu'on n'a aucune chance. On a, en tant qu'espèce humaine, on a une chance que si, de la même manière qu'avance la technologie, on est capable de faire avancer, vous êtes capable, comme vous êtes un peu plus jeune que moi, vous êtes capable de faire avancer la manière dont on vit et dont on pense ensemble. Voilà ma réponse. Ça marche? Je te laisse
terminer ou... Merci beaucoup. Restons en contact, encore une fois. C'est j'ai essayé de penser des bonus qui pourraient vous être utiles. Et n'hésitez pas à me poser des questions, qu'on reste en lien. Merci. Soyez des petits papillons qui changent le monde. Codez un monde un peu plus cool et pas que technologique, mais également qui soit cool pour vivre ensemble. Merci beaucoup. Merci.